Bienvenue à compte complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine sur l'actualité dans le monde du baseball. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Marc, au cours des derniers mois, dernières années aussi, il y en a plusieurs qui se plaignent de la façon dont le baseball est joué et tout ça. Mais au cours du dernier week-end, on a peut-être été témoin de ce que le baseball a de plus beau à nous montrer. Je fais référence à la série entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego. Marc, tu as vu au moins des deux premiers matchs, une bonne partie du troisième. Tu peux pas aimer le baseball après avoir vu une série comme celle-là. En fait, Alain, c'est qu'on l'anticipait, cette série-là, et c'est encore meilleur que ce qu'on avait anticipé. C'est pour vous dire à quel point, là, en ce moment, là, la beauté du baseball se passe sur la côte ouest. Trois matchs chaudement disputés. Tu avais vraiment l'impression que c'était des matchs de série. C'est pas plus compliqué que ça. Les joueurs l'ont dit après le premier match, ils l'ont dit après le deuxième, ils l'ont dit après la série de trois. Il y avait une intensité qu'on trouve jamais au mois d'avril. Jamais, jamais. Bon, on connaît évidemment les circonstances. On a dépensé beaucoup de sous à San Diego pour dire, ah, là, on va chauffer un peu derrière les Dodgers. Les Dodgers ont quand même passé le message que ils n'ont pas une mauvaise équipe, là, disons que ça va. Mais ça a été le fun. Ça a été le fun parce que, bon, Fernando Tatis Jr. est revenu de sa blessure. C'était inquiétant. Rappelez-vous, Ouais. il y avait à peu près une dizaine de jours. Là, au moins, il était de retour. Mais tu sais, l'émotion qu'on cherche dans le sport, tu sais, à quelque part, le sport, c'est de l'entertainment, hein? On veut de l'émotion. On en a eu à souhait. Les bases se sont vidées, il n'y a pas eu trop de chicanes, mais les bases se sont vidées. Il y a Profort qui a semblé étirer les bras pour créer Ouais. une espèce d'obstruction du receveur. On a dit qu'on utilisait tous les atouts pour venir à bout de l'adversaire. Match spectaculaire le dimanche lorsque Mookie Betts termine ça sur un catch incroyable aux chansons. En fait, je pense que c'est samedi, celle-là, mais peu importe. Vraiment, on a eu droit à une série où on a vu le plus beau du baseball. Des performances de lanceurs, des releveurs qui viennent faire le travail, des frappeurs qui ont des présences incroyables. En tout cas, tout ça mis ensemble. Il en reste 16 autres de ces matchs-là cette année. On va être chanceux, Alain, on va en faire un dimanche prochain. Ça va être le Ouais. troisième match, le dernier match de la série qui va être présenté cette fois à Los Angeles. Mais ceux qui veulent revoir du bon baseball, en fait, voir du bon baseball, puis dire, bon, c'est quoi une rivalité, c'est quoi qui se passe là, dans ce sport-là actuellement, ben, c'est d'aller voir cette série-là qui va jouer tout au long de la saison, évidemment, entre les deux équipes. Là. Ouais, effectivement. Donc, écoute, on a eu, je pense, droit à du baseball de très, très grande qualité, joué par de très bons athlètes. On va parler des Blue Jays de Toronto, Marc. C'est pas que ça va si mal. On a affronté une équipe, probablement une des équipes les plus mésestimées en fin de semaine, donc je ne mettrais pas trop d'accent sur le fait qu'on en a perdu 2 sur 3 contre Kansas City. Les équipes qui prennent cette équipe-là à la légère risquent malheureusement d'avoir de très mauvaises surprises. Des Royals qui ont fait quelques acquisitions de vétérans qui font en sorte qu'on a mieux entouré les jeunes. Sauf que il y a quand même quelques inquiétudes au bâton. C'est pas comme je le mentionne parce qu'on a joué contre Kansas City. Il est à peu près temps que George Springer revienne, là, je pense, botter le derrière de quelques joueurs. Là, on carbure avec, ouais, avec Vlad, avec Pichette. Après ça, c'est assez pauvre, merci, Marc. Ouais, ben écoute, là ici, on s'était dit en début de saison, ben Springer ne sera pas là. Biggio va connaître un début de saison à l'attaque très difficile. Présentement, il a raté les 2 ou 3 derniers matchs en raison d'une blessure à la main. Mais quand même, que Hernandez serait absent après pratiquement les 3, 4 premiers matchs. Que évidemment Romano se blesse, Merriweather se blesse, on sait que Pearson n'est pas là. Tu sais, tu m'aurais dit, ouf, ça va être une saison difficile. Moi, je trouve qu'on s'en tire pas si mal dans les circonstances. On joue de la bonne balle. Tu regardes ce que Rio et Steven Matz ont fait comme 1-2. Je veux dire, ça a été des prestations dominantes. C'est vrai que là, il faut avoir un petit peu plus d'énergie à l'attaque. On s'est dit en début de saison chez les Jays, on va carburer avec les points. On va Mhm. essayer de. Bon, parce que si on savait le questionnement qu'on avait au niveau du personnel de partant, il faut frapper. Alors là, tout le monde se cherche, même s'il est mis à 4 coups de circuit, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il peut démontrer. C'est un petit peu plus difficile pour lui. C'est vrai que Springer va amener un vent nouveau, peut-être une énergie renouvelée un petit peu parce que Vlad fait du très bon travail. Vlad a été plus constant depuis le début de la saison.
Ouais. Bichette a déjà eu des hauts et des bas, mais Bichette, c'est Bichette, il va être très bon. Je trouve quand même qu'il y a des élans un peu violents, mais ça va Ouais. être un autre débat tantôt. Mais je trouve que dans le fond, Alain, on se débrouille pas si mal donc dans les circonstances en attendant justement, bon, le retour de Springer, le fait que Bijo va revenir éventuellement, va peut-être trouver ses repères. Hernandez va revenir. Romano, c'est pas si grave que ça, ce qui se passe avec lui. Fait que finalement, on va retrouver l'équipe. Donc, en attendant de jouer autour de 500, je trouve que les Blue Jays, quand même, se débrouillent très bien malgré tout. Oui, et cette semaine, d'ailleurs, en début de semaine, on va affronter les Red Sox de Boston, les surprenants Red Sox qui Bon. sont au premier rang de la section Ouest de la Ligue américaine après avoir été défoncés par les pauvres Orioles de Baltimore à domicile en début de saison. Ce qui m'amène à parler des Yankees de New York, qui, eux, sont derniers. On ne joue pas de la bonne balle, on gagne un match sur trois. C'est loin du rendement attendu des Yankees de New York. Euh, Moi, il y a un joueur, j'ai l'impression qu'il est sur du temps emprunté. D'ailleurs, moi, j'ai été surpris. Si tu m'avais demandé à la fin de la dernière saison qui était le plus vulnérable, c'est Gary Sanchez. Higashioka va peut-être voir un peu plus de temps de jeu. Le frappeur de choix, là, c'est Giancarlo Stanton. Est-ce qu'on va faire jouer Stanton comme voltigeur plus souvent pour amener Sanchez comme frappeur de choix? Je ne sais pas quelles sont les options. Davy Garcia va peut-être falloir l'amener plus vite qu'on le pensait. Tout ça fait en sorte qu'on ne s'est pas mis encore en deuxième vitesse, mais là, je sais que ça ne prend pas grand-chose à New York. Puis je sais que tu aurais voulu attendre au mois de mai avant de te prononcer davantage sur les Yankees de New York. À New York, le mois de mai, c'est trop tard. Là. C'est maintenant qu'il faut gagner. Ouais, et en fait, pour les partisans, je comprends. C'est frustrant, mais dites-vous là, que 40 matchs, c'est seulement 25 de la saison. Et 40 matchs nous amènent On au mois de on n'est pas mai. rendu là. Là. Euh, on n'est pas rendu là. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. J'ai écouté les propos de Cashman, sont loin de paniquer, mais on est à New York, tu fais bien de le mentionner, et on Ouais. commence à entendre bon, je dirais pas des rumeurs, mais en tout cas, des gens qui mentionnent le nom d'Aaron Boone. Est-ce qu'Aaron Boone est encore l'homme de la situation? Écoute, Alain, là, je vais te défier avec ta mémoire qui est très bonne pour ça, mais la dernière fois qu'un gérant des Yankees a été congédié durant une saison, un petit bout Oh, de temps, là, et c'est Bucky ben Dent. écoute, c'est l'époque de Steinbrenner, ça. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude de paniquer chez les Yankees. C'est pour ça que je ne pense pas que le poste d'Aaron Boone est nécessairement en jeu. Mais c'est la pire attaque de la Ligue américaine. Là, les chiffres ne mentent pas. 55 points marqués seulement depuis le début de la saison. Égalité avec les Tigers. On a la pire fiche de la Ligue américaine. Si les Rockies n'étaient pas de ce monde, on aurait la pire fiche du baseball majeur présentement. Un MPP allant à 642 du côté des Yankees de New York combinés. On est meilleur que ça. On est clairement Mm. meilleur que ça. Donc, ça va se placer. Mais est-ce que ça va se placer au point où on va venir dominer la division? Bon, je rappelle, c'est un début de saison qui est difficile. Je ne m'attendais pas à un début de saison difficile, mais je ne m'attendais pas non plus, en tout cas personnellement, à une saison si extraordinaire de la part des Yankees parce qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et ça semble déjà se confirmer après 15 matchs, c'est-à-dire que, bon, Judge qui a déjà raté une coupe de match, Stanton qui ne s'est pas mis en marche encore. Est-ce qu'on a vraiment remplacé Luke Voigt au premier but? On jongle avec ça. Là. C'est le maillot qui joue là. On était chercher Odor pour jouer au deuxième. Honnêtement, bon, on n'a pas encore fait wow, mais on faut être patient. Là, il y a Ford qui a été rappelé là, du site d'entraînement pour venir aider main forte. C'est l'attaque, ça se passe. Tu sais, Garrett Cole a perdu son dernier match, mais quoi, il a accordé 3 points. Là. À un moment donné, il faut que l'attaque, un peu comme les Jays, il faut que l'attaque produise davantage du côté des Yankees. C'est pas le cas. Mais il ne faudrait pas là, en perdre encore 4 sur 5. Puis se retrouver vraiment à faire du baseball de rattrapage pendant les 2 prochains mois. Parce que si vous êtes 8-10 matchs en bas de 500 rapidement, Alain, c'est dur de rattraper 10 matchs, même s'il y a beaucoup de Ouais. matchs à jouer. Fait que on paniquons pas encore, certes, parce qu'il y a seulement 15 matchs de jouer. Autrement dit, là, il y a 140 quelques matchs qui restent à jouer. Mhm. Mais il faudrait qu'on sente un changement plus tôt que plus tard dans cette équipe-là. Il n'y a pas de fun. Tu parlais des Red Sox Mhm. tout à l'heure. Écoute, le party est pris à Boston. Là. Les gars du fun, JD Martinez est reparti sur ses belles années.
transporte tout le monde, on marque des points. Soudainement, je ne sais pas, il y a une confiance renouvelée. Je trouve ça très beau ce qui se passe à Boston. Ouais. Mais regardez un match des Red Sox, regardez un match des Yankees, regardez comment ça se passe à l'intérieur de l'abri du côté des Red Sox, comment ça se passe du côté des Yankees. C'est deux mondes actuellement. Là. Ouais, et tu sais, on parlait la semaine dernière de l'absence d'un frappeur gaucher et de l'importance de Rowdy Tellez avec les Blue Jays dans une formation qui est pactée de frappeurs droitiers. On a mentionné chez les Yankees de New York, c'est une équipe qui habituellement a carburé beaucoup avec ses frappeurs de puissance gaucher. Faites le tour de l'histoire des Yankees de New York et on n'a jamais gagné sans avoir cette présence d'un gros gaucher dans l'alignement. Puis là, bon, l'expérience de Jay Bruce, Marc, n'a pas fonctionné. C'est Jay Bruce lui-même, je pense qu'il l'a peut-être vu venir aussi. Jay Bruce, qui n'avait plus la puissance d'antan, qui a décidé lui-même de prendre sa retraite. On fait une petite parenthèse de Jay Bruce. C'est une belle carrière. Je crois premier rond des Reds de Cincinnati. Il en a donné beaucoup aux Reds au cours de sa Ouais. carrière d'une douzaine d'années. Bon, absolument. Écoute, Jay Bruce, puis partout où il est passé par la suite, que ce soit Cleveland ou après sa carrière avec les Reds, il s'est promené un petit peu, mais chaque fois, il a eu un bel impact. Fait sentir sa présence. Là, avec les Yankees, ça devenait plus difficile. On le voyait rater des balles, là, qu'au moins il devait mettre en jeu puis passer sous la balle. Alors, lui-même s'en est rendu compte. Je ne veux pas être avant mon temps, Alain, parce qu'on sait que la saison est encore longue, on n'est pas dans l'entre-saison, mais tu sais que les fameux joueurs d'arrêt court, c'est cette cuvée de joueurs d'arrêt court qu'on va retrouver comme joueurs autonomes à la fin de la saison. Corey Seager, frappeur gaucher, joueur d'arrêt court, c'est là que les Yankees vont vouloir s'en aller. On est au mois d'avril, on aura le temps d'en parler, mais tu parles de frappeur gaucher. Moi, je pense réellement aussi que c'est un défi, c'est-à-dire que c'est un problème majeur. C'est certes un défi d'aller chercher de l'aide comme frappeur gaucher. J'ai l'impression que les Yankees pourraient être agressifs durant l'entre-saison pour mettre sous contrat éventuellement Corey Seager des Dodgers. Encore une fois, là, c'est juste un nom qu'on lance en début de saison comme ça, mais ça pourrait être la solution à quelques problèmes du côté des Yankees, parce que moi, j'ai toujours mieux apprécié Gleyber Torres au deuxième qu'à l'arrêt court. Et là, je trouve que la combinaison pourrait être meilleure. Là, tu vas me dire qu'est-ce qu'on fait avec DJ LeMahieu. On va trouver une place. Au pire, il joue au premier but. Il semble assez à l'aise de ce côté-là. Il y a des solutions, mais il va falloir sortir le carnet de chèques, j'ai l'impression, du côté des Yankees. Oui, monsieur. C'est d'ailleurs l'absence de frappeur gaucher. La venue de Mike Ford n'est pas étrangère, je pense, à cette carence présentement chez les Yankees de New York. Marc, il y a un drôle de dossier. Ça ne sent pas fait des manchettes, mais je vais te nommer un nom, Carter Stewart, qui est un ancien choix de première ronde dans le baseball majeur 2018, qui a décidé, lui, d'aller au Japon. Il y a des ententes entre les deux côtés, là, mais c'est plus payant d'aller au Japon. De ce côté-là, on sait que les salaires sont limités dans les premières années dans le baseball majeur. Les Japonais ont décidé de faire fi de l'échelle salariale pour l'amener là-bas. C'est pas dit qu'il va jouer régulier la première année, mais moi, je déteste pas qu'il y ait un peu de concurrence de la part de la Ligue nippone, qui est, disons-le, la deuxième meilleure ligue. En fait, il y a deux circuits au Japon. Là. Il y a la Ligue centrale, la Ligue pacifique, qui sont les deux ligues majeures comme la Ligue américaine, Ligue nationale, si vous voulez, là, un parallèle avec ce qui se passe en Amérique du Nord. Mais je déteste pas du tout qu'il y ait un minimum de concurrence, moi, entre les deux continents. Je peux te dire une chose, Alain. L'association des joueurs non plus n'aille pas ça. Parce que là, ce qui se passe présentement, c'est que lui s'en va là-bas. C'est un choix de première ronde de 2018, tu l'as dit. C'est pas il y a 10 ans, là. C'est tout récent. Et lui, il va faire beaucoup plus d'argent jeune et il va pouvoir être libre. Bon, c'est pas sous forme d'agent libre, si tu veux, lorsqu'il aura 25 ans. Et 25 ans, là, si après une couple d'années d'expérience là-bas, non seulement il va avoir fait déjà beaucoup de sous, il peut facilement revenir à ce moment-là dans le baseball majeur. À l'âge de 25 ans, tu es un jeune lanceur. Si évidemment tout va bien et il connaît du succès et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pris une voie intéressante qui est possible de prendre. Donc, bon, c'est sûr que c'est d'autres défis d'aller jouer en Asie et tout ça, mais ça reste que ça va jouer au baseball là-bas, va faire plus d'argent tôt, évidemment, dans sa carrière. Et si tout va bien, il peut venir ici et aller chercher d'autres contrats qui vont être intéressants. Pourquoi l'association des joueurs aime ça? Ben, exactement pour ce que je viens de dire. Donc, on le sait, Alain, la convention collective, ça termine à la fin de la saison. Je suis convaincu qu'il va y avoir des changements majeurs, moi, à ce niveau-là.
On a vu à quel point les contrats de joueurs de 30 ans, on en donne de moins en moins à long terme, évidemment. On a vu des équipes donner des plus gros contrats à des jeunes joueurs aussi pour justement s'assurer on les garde un peu plus longtemps. C'est sûr que la façon actuelle ne fonctionne pas. Et de voir un gars qui s'en va au Japon contourner, on va le dire un peu, contourner les règles pour aller lui-même se chercher plus d'argent, et ça va allumer du monde, ça. Ça va te donner, comme tu l'as dit, une option pour certains joueurs. Au lieu de dire, ben, je vais traîner encore une fois mes 3-4 ans dans les ligues mineures, ben là, je m'en vais jouer directement dans les ligues majeures avec de l'argent garanti. Euh, L'association des joueurs adore. Les propriétaires, un petit peu moins. Parce que là, on se rend compte qu'il va falloir payer les joueurs plutôt. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça, Alain. C'est-à-dire que Ouais. je pense qu'on est mûr pour ça maintenant, de comprendre que des Fernando Tatis, puis des Luis Robert, puis des Kyle Lewis, c'est correct de les payer maintenant. C'est maintenant qu'ils sont Ouais. le fun à regarder. Puis bon, et peut-être qu'à 30 ans, ben effectivement, c'est là qu'on va moins les payer. Fait que là, on est en train de revirer la tendance qu'on a vue au cours des 25, 30, 40 dernières années où tu devais jouer autonome à 29, 30, puis là, tu allais chercher un gros contrat. Alors, je pense que ça va changer. Puis les propriétaires ne sont pas contre de payer des jeunes joueurs pour le spectacle Mhm. qu'ils offrent et de garantir un peu moins ces fameux contrats de joueurs passés 30 ans en raison surtout des statistiques avancées qui nous prouvent à quel point, ben, qu'est-ce que vous Ouais. voulez à partir de 30, c'est plus difficile. Effectivement. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. Marc, j'aimerais que tu me parles un peu de ce qui va arriver avec les Capitales de Québec. On va jouer cette année, mais on ne jouera peut-être pas à Québec et on ne jouera peut-être même pas au Québec au cours de la saison. Et ça, c'est bon pour les Capitales, c'est bon pour les Aigles, c'est bon pour la formation d'Ottawa aussi. Est-ce que tu peux nous donner des détails un peu sur la façon dont ça va fonctionner? Ben, en fait, bon, on va former, ce qu'on va faire là, avec bon, les restrictions qu'actuellement au niveau, partout au Canada, aux États-Unis, les frontières et tout ça, la Ligue Frontier, premièrement, fait un travail colossal. La Ligue aurait pu facilement dire, écoutez, là, vous autres au Canada, qu'est-ce que vous voulez? Là? Fermez vos livres pendant une autre année, puis nous autres, on va poursuivre. Fait qu'on sent qu'il y a une belle synergie qui s'est créée entre la Ligue Frontier. Il ne faut pas oublier que les Capitales devaient jouer pour la première fois l'an dernier dans la Ligue Frontier. Fait que, techniquement, ils n'ont pas joué encore, tout comme les Aigles de Trois-Rivières. Et on devait avoir la nouvelle franchise d'Ottawa cette année. Donc, on a dit à la franchise d'Ottawa, savez-vous quoi? On va attendre à l'année prochaine officiellement pour vous démarrer vos choses. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va créer une nouvelle équipe qui s'appellera ni les Capitales, ni les Aigles. On va former un nouveau nom là, qui va sortir sous peu. Et on va mettre tous les joueurs canadiens qui devaient jouer pour les Capitales, les Aigles, évidemment, à Ottawa. Alors, on va former la meilleure équipe possible avec des joueurs canadiens. Et là, on s'en va jouer sur la route aux États-Unis. Donc, il va y avoir un camp d'entraînement à partir du 13 mai aux États-Unis pour ces joueurs canadiens-là. Et on va se promener peut-être pendant quelques mois. Le risque qu'on prend ici, c'est jouer toute la saison sur la route. Ce qu'on souhaite présentement, c'est qu'on puisse jouer au moins jusqu'au mois de juillet et souhaiter qu'à partir du mois de juillet, ben, là, on puisse venir jouer quelques matchs et à Trois-Rivières et à Québec de cette équipe-là. Donc, c'est pas évident. C'est des joueurs et entraîneurs qui vont partir, qui vont laisser leur famille là pendant 2, peut-être même 3 mois. Mais malheureusement, c'est le prix à payer en ce moment si on veut, si on veut jouer, si on veut du développement, si on veut que les ligues puissent fonctionner. Alors, belle initiative, gros travail de Michel Laplante. En fait, les deux organisations, que ce soit les Aigles et les Capitales, on a travaillé très fort pour en venir à ça. Et un petit peu d'aide au niveau de la ville, même au niveau des gouvernements pour que tout ça puisse fonctionner. Ça reste des éléments importants pour la ville de Québec et la ville de Trois-Rivières, ce qui se passe avec le baseball là-bas. Le baseball a beaucoup progressé, prospéré évidemment dans ces deux villes-là. Alors, on a décidé d'agir de la sorte. Alors, bonne chance, c'est un grand défi. Oui. On souhaite que ça fonctionne, mais on souhaite surtout de voir du baseball et au stade de Trois-Rivières et au stade à Québec au cours de l'été. Ouais, ça permettra à des joueurs canadiens et québécois aussi de pouvoir jouer cet été, finalement, ce qui n'a pas été le cas au cours de l'été 2020. Marc, on va passer à un sujet sur lequel bon, je voulais m'attarder depuis un petit bout de temps et lequel on va échanger, c'est-à-dire, il y a des amateurs qui m'ont demandé depuis une couple d'années, bon, est-ce que c'est possible de tenter de démystifier un peu
le phénomène des fameuses, ce qu'on appelle les statistiques avancées et le développement d'utilisation des statistiques et des chiffres et des données qu'on a depuis principalement l'avènement Moneyball. Bon, Marc, t'auras, bon, oui, j'ai un intérêt particulier pour les chiffres, j'en doute pas, mais Marc, j'aimerais que tu me parles aussi de la façon, comme joueur, qu'on peut interpréter ces données-là en cours d'explication. Et bon, si tu veux mettre ton grain de sel aussi, poser quelques questions en cours de route, évidemment, tu es le bienvenu. Je sais que tu n'es pas étranger parce que tu lis beaucoup sur ce qui s'est fait au cours des dernières années. Évidemment, tu as suivi les tendances, là, particulièrement depuis l'avenue Moneyball. Je ne sais pas quelle est ton idée. Bon, si on parle globalement, on ne peut pas passer à côté. Je pense que c'est assez évident là, de tout ce phénomène qu'on a connu depuis principalement le livre de Michael Lewis, Moneyball, et du film qui s'en est suivi. J'aimerais que tu me donnes ton appréciation, Marc, de la façon dont on utilise et de la façon dont le baseball a évolué depuis 20 ans. Ben, écoute, Alain, le baseball se porte, en fait, les statistiques avancées et le baseball est un très beau mariage parce que, bon, le Mhm. baseball est un sport de statistiques. Puis moi, où j'ai apprécié davantage certaines statistiques, pas toutes les statistiques, mais certaines statistiques avancées, c'est le type de joueur que j'étais. Je donne rapidement un exemple, Alain. Si, tu sais, tu te promènes dans les stades, j'ai joué dans la Ligue Eastern, dans la Ligue de Californie, peu importe. Puis là, tu arrivais, puis tu avais ton nom au tableau, tu avais ta moyenne au bâton, circuit, point produit. Mais moi, je suis un premier frappeur. Moi, mon rôle, c'était de me rendre sur les buts, c'était de voler des buts. Fait que si moi, tu m'avais donné le choix, ben moi, sur le tableau indicateur, j'aurais été marqué ma moyenne de présence au bâton, mon nombre de points de buts volés, par exemple, et un nombre de points marqués. Ça, c'était ce que je devais faire. Moi, je devais faire, c'est de me rendre sur les buts, tenter de me mettre en position de marquer, puis venir marquer pour les frappeurs 3, 4, 5. Alors, quand j'arrivais dans un stade, puis je voyais ben, Griffin, 2 circuits, 30 points produits, bon, ça impressionnait pas grand monde, mais c'était pas mes forces. Est-ce que c'est frustrant? Bon, de temps en temps, ça peut être un peu frustrant. Là. Je manquais pas de sommeil à cause de ça, mais je me suis toujours dit, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec ça? Et les statistiques avancées sont arrivées avec des statistiques, justement, pour qui, des gars comme moi à l'époque, finalement, on pouvait s'évaluer ou se comparer, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, là, mais par rapport aux gros cogneurs. Et d'où est venu le fameux OPS, qu'on appelle, nous, à RDS, le MPP. Donc, la moyenne de présence plus la moyenne de puissance. C'est vraiment, on additionne les deux carrément. Alors là, soudainement, je trouvais que ça donnait une force aux joueurs, un peu du style que j'avais. Puis il y avait cette forme de comparaison dans l'utilité de l'équipe par rapport à un gars qui était plus un cogneur de puissance. Bon, là est venu l'OPS plus, où là, on est arrivé encore plus loin et que là, évidemment, on considère dans le stade dans lequel tu joues. C'est sûr que toutes les statistiques plus dans lesquelles on va, tu vas peut-être en parler davantage, Alain, rapidement, là, mais c'est très bien parce que ça met en considération, donc, comme je l'ai mentionné, là, ça va plus loin que les statistiques. Là. Parce que, tu sais, une statistique, tu sais, la moyenne de puissance, elle est là, tu ne peux pas la changer. La moyenne de présence sur les buts, ben, c'est mathématique, c'est là. Tandis que là, ce qu'on voit dans l'OPS plus, c'est moins précis. Ça donne une donnée, c'est correct, mais des fois, je trouve on s'enfarge un petit peu on s'en va un petit peu loin. Ceci étant dit, je pense que l'OPS, donc le MPP en français, est une statistique qui, selon moi, devrait être beaucoup plus. Ça l'est d'ailleurs déjà, là, mais ça Mhm. devrait être encore davantage être axé par rapport à la moyenne au bâton, par exemple. Ouais. Ben écoute, je veux juste faire un historique sur les statistiques avancées, là, puis, ou l'utilisation des chiffres, là, on peut l'appeler comme on veut. Oui, Moneyball est venu populariser une façon de faire qui a été étendue à toutes les équipes. Mais Marc, c'est pas d'hier qu'on a commencé à étudier les chiffres. Première des choses, dès que le baseball a commencé, on a voulu quantifier l'apport d'un joueur au sein de son équipe. Et je veux juste te rappeler, là, on va remonter loin, là, j'étais pas là, pas non plus, en 1887, on a déterminé le champion frappeur par le nombre de coups sûrs et de buts sur balle, monsieur. Donc, on était un peu en avant de notre temps. Un but sur balle était considéré comme un coup sûr en 1887. On est revenu à la vieille méthode de la moyenne au bâton par la suite. Il y a quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de dire, ben, finalement, un but sur balle,
J'ai entendu l'expression, un but sur balle, c'est aussi bon qu'un coup sûr. C'est pas loin de la vérité, celui qui avait déterminé en 1887 que c'était le champion frappeur qui avait donc la meilleure moyenne de présence sur les buts. Et juste pour, par la suite, Alan Roth. Je ne sais pas si c'est un nom que tu as déjà entendu, Marc. C'est un Montréalais qui a travaillé comme statisticien avec les Royaux de Montréal. Et à un moment donné, Brent Shrieky l'a amené avec lui, avec les Dodgers. Et dans le processus d'entrevue, la question qui a fait la différence, ça a été qu'est-ce que tu penses des points produits? Et Alan Roth lui a répondu c'est une statistique arbitraire parce que le frappeur n'a aucun contrôle sur ce qui se passe avant lui. Et c'est comme ça qu'Alan Roth a réussi à avoir le boulot avec les Dodgers. Puis par la suite, ça n'a pas beaucoup bougé pendant plusieurs années. Il y a Bill James qui est arrivé dans les années 70-80. Et par la suite, Moneyball avec Billy Beane qui a amené quelqu'un qui se spécialisait dans les chiffres. On a romancé un peu de la façon que ça fonctionnait dans le film Moneyball. Mais toujours est-il qu'on a utilisé effectivement cette faiblesse, c'est-à-dire le fait qu'on valorisait très peu le nombre de buts sur balle et conséquemment, du côté des lanceurs, on ne valorisait pas assez ceux qui en donnaient peu et ceux qui donnaient peu de coups de circuit. Le fameux coup de circuit, Marc, le fameux circuit de 3 points. On cherchait des lanceurs qui n'en donnaient pas de coups de circuit, ni de but sur balle, de sorte qu'on voulait des lanceurs qui forçaient l'adversaire à mettre la balle en jeu et permettre à la défense de faire le travail. Tout ça pour dire que ce n'est pas d'hier qu'on tente de quantifier la valeur. Quant au MPP, la grosse force de cette statistique, outre le fait que ça combine la moyenne de puissance, moyenne de présence sur les buts, c'est le fait qu'on a établi que oui, il y a une corrélation très, très forte entre ce qu'un joueur peut amener à l'attaque et cette statistique. J'ajouterais une chose, Marc, c'est que quand on veut quantifier quelque chose, une des forces de cette valeur-là est sa simplicité. C'est pas compliqué de savoir c'est quoi le MPP, c'est la moyenne de puissance et de présence. Certains vont dire avec justesse que malheureusement, on ne donne pas assez de valeur à la moyenne de présence sur les buts par rapport à la moyenne de puissance, ce qui est vrai. Mais la somme individuelle de ces deux données-là nous donne une corrélation qui est très, très forte, Marc. Et oui, c'est vrai que la moyenne de présence sur les buts est plus forte, puis tu vas comprendre pourquoi avec l'exemple que je vais te donner. Le but d'un lanceur quand tu affrontes un frappeur, c'est quoi? C'est de le retirer. C'est pas compliqué, là. Donc, conséquemment, c'est quoi le but du frappeur si on se met à la place du lanceur? C'est de ne pas se faire retirer. Donc, de se rendre sur les buts qui correspond à la moyenne de présence sur les buts. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, la simplicité du MPP reliée à la très forte corrélation fait en sorte qu'on l'a adopté. C'est pas compliqué. C'est de là que ça vient, cette statistique-là. Quant au MPP+, je vais te donner un exemple fort simple de cette saison en 2021. On a fait des Cubs de Chicago dimanche. On l'a vu, c'est la pire équipe cette saison à l'attaque dans le baseball majeur. Mais sais-tu que si tu prends l'OPS+, il y a une équipe qui est pire que les Cubs de Chicago cette année, tu ne seras pas surpris d'apprendre que ce sont les Rockies du Colorado, qui même en jouant dans un stade qui les favorise très fortement, ont MPP marque en bas de 700. Je m'excuse, là, mais si ton MPP est en bas de 700 au Colorado, c'est que tu as vraiment beaucoup, mais beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, ils sont en bas des Cubs. Donc, là aussi, je pense que ça va prendre un certain temps avant que les gens adoptent cette statistique. Ce qu'on sait, c'est qu'à 100, on a une contribution qui est à peu près égale à la moyenne du baseball majeur. Si tu es en bas, tu es en bas. Si tu es au-dessus, bon. Mais tu as raison de fait que le MPP, dans son ensemble, c'est devenu la référence en ce qui concerne l'apport à l'attaque. Et dans ton cas, Marc, si je peux revenir à la contribution que tu apportais à l'époque, le défaut du MPP, c'est qu'on ne se concentre qu'à l'attaque. Alors que l'autre statistique dont je voulais parler, c'est le fameux WAR. Je sais que toi, tu l'as adopté. Le fameux WAR englobe à peu près tout. Ton apport à l'attaque, ton apport en défense et en plus, en prenant en considération le stade dans lequel on jouait, dans lequel on joue de façon générale. C'est pour ça que le WAR a été adopté. Est-ce qu'il est parfait? La réponse est non. Si on recherche la statistique parfaite, Marc, on va avoir cette même discussion-là l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Parce que ce sont des humains qui continuent de jouer
et tu vas avoir peut-être de meilleures façons d'évaluer un joueur, mais la statistique parfaite, peu importe le sport, même au baseball, on ne réussira jamais à l'atteindre. Puis bien franchement, c'est tant mieux comme ça, Marc, parce que je ne voudrais pas qu'avoir des robots et avoir une certitude à chaque fois qu'on met un lanceur et qu'on met un frappeur dans telle position. Ben, écoute, Alain, je retiens plusieurs choses de ce que tu as mentionné. Juste pour le Mhm, fameux WAR, rapidement, bon, ça veut dire Win Above Replacement. Alors, ça dit mhm, ce que tu as mentionné tout à l'heure, là, c'est que on a une moyenne d'un joueur moyen, puis si tu es au-dessus, bien évidemment, c'est l'apport que tu apportes pour ton équipe. Et évidemment, si tu es en deçà, ben, c'est l'inverse. Mais ce que je retiens, tu parlais des fameux buts sur balle au début du siècle. Euh, ouais. Tu sais, le baseball, ce sont des cycles. Hein, il y a des tendances. Là, on est dans une ère actuellement, beaucoup de retraits sur des prises où la puissance prend le dessus. Mais tu sais, et qu'on valorise le but sur balle beaucoup plus parce que, bon, Mhm, c'est une moyenne. Moi, là, il était pas rare, puis tu sais, j'ai joué, ça fait quand même un petit bout de temps, mais c'était une époque pas si lointaine dans le baseball où on disait, et là, je vais le dire en anglais, je vais le traduire après, mais You're not gonna walk your way to the big leagues. Quand j'étais dans les ligues mineures, on me disait, va frapper, là, tu n'atteindras pas le baseball majeur en étant un mhm. frappeur patient, en soutenant des buts sur balle. Tu vois-tu comment ça varie, toute cette affaire-là, où il y a tu sais, à un moment donné, on les valorisait au point où un but sur balle valait un coup sûr. Là, je parle quand même il y a plusieurs années, évidemment. Ou là, on l'a valorisé. Oups, c'est retombé un petit peu entre deux chaises. Là, c'est revenu. C'est pour ça que le baseball d'aujourd'hui m'inquiète pas tant. C'est-à-dire que je sais qu'on veut voir plus de balles en jeu. Je pense qu'il y a des moyens de le faire. Je sais que c'est un autre débat, là, on va revenir sur les statistiques avancées, mais ça fait juste me rappeler que faisons attention de faire trop de changements drastiques dans la manière Mhm. de jouer, dans la réglementation, parce qu'on est dans un cycle actuel là, qui est un peu différent, parce que les athlètes sont Mhm. meilleurs, puis on veut faire d'autres choses. C'est pour ça que oui, il faut se mettre à jour en 2021. J'ai pas de problème avec ça, mais des fois, je trouve que là on est le baseball qui était longtemps conservateur à tout point de Ouais. vue. Là, soudainement, on fait des tests à gauche, à droite. Dans le fond, ce que tu nous rappelles, Alain, c'est de dire, hey, attention, là, le baseball, ça reste un sport pur. Laissons Mhm. dénaturons pas le sport parce que soudainement, on est dans un cycle de ci et de ça. C'est pour ça que c'est venu me chercher, en fait, lorsque tu me parlais Mhm. de cet aspect historique là, du but sur balle. Ouais. Ouais et Marc, si je peux, renchérir sur le fameux WAR, que beaucoup maintenant de journalistes prennent en considération dans les votes pour les différents honneurs, là, que ce soit la recrue de l'année, le joueur par excellence ou le joueur le plus utile à son équipe, il y a une nuance entre les 2 là et le trophée Cy Young. D'ailleurs, on a accordé une coupe de Cy Young à des lanceurs, Marc, qui ont joué pour 500. Donc, il y a une évolution qui s'est faite. Je ne sais pas, toi, ce que tu penses de cette situation-là. Est-ce que le nombre de victoires devrait encore prédominer sur le WAR, Non. sur d'autres nouvelles données qu'on a, Marc? Ça, c'est une question, c'est un débat qui a encore lieu. Est-ce que le nombre de victoires est encore un critère? Est-ce qu'on le considère encore comme la moyenne au bâton? J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que là aussi, les débats sont ouverts. Puis, sans dire que c'est des zones grises, il n'y a pas de consensus encore vis-à-vis de ces statistiques-là. Ça peut pas être la victoire, Alain, parce que la victoire, c'est sur une donnée, comment je te dirais ça? Tu sais, si Est-ce bon, que c'est pas un t'atteins peu pas arbitraire, dans le fond? ben, c'est arbitraire. C'est arbitraire une victoire. Le lanceur, là, tu l'as dit tantôt, son rôle, c'est de retirer les frappeurs. Moi, si j'en affronte 20 lanceurs, puis j'en retire 17, mais il y en a deux qui ont frappé qui ont créé un point, mais je perds 1-0. Mhm. J'ai été extraordinaire. J'ai quand même perdu mon match à ce niveau-là sur des choses qui sont hors de mon contrôle. Surtout au baseball, c'est que le Cy Young ou peu importe les trophées, c'est sur du long terme. Un lanceur va avoir 32 départs dans une année. Qu'est-ce qu'il a fait sur 32 départs? Ce qui a été dominant sur les 32 départs, ben, il y a plusieurs statistiques qui nous permettent de le savoir ou non.
mais ce n'est pas nécessairement les victoires. Moi, je suis tout Mhm. à fait d'accord. Je sais que Jacob deGrom a gagné un Cy Young en étant. Tu sais, Jacob deGrom, tu regardes sa carrière, s'il y avait eu un support en attaque juste un petit peu plus, Ouais. ça serait incroyable, mais il les a quand même Mhm. gagnés. Puis je suis content parce que tu l'as dit, ça a évolué. Les gens comprennent davantage ça veut dire quoi. Regarde les fameux ouvreurs maintenant avec les Rays. Il n'y en a Mhm. aucun là-dedans qui va pouvoir gagner un trophée sans rien un jour. Ils n'en font jamais assez de manches pour Ouais. atteindre les 5 qu'on doit donner des victoires. Donc, je pense qu'on a évolué là-dessus, Alain. Les gens comprennent davantage c'est quoi. Même on parlait du MPP, mais la moyenne au bâton non plus. C'est rare qu'on va Ouais. dire hey, le gars, il frappe 350. Oui, il frappe 350, mais c'est pas moi plus. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'équipe? Mhm. Alors, oui, je suis d'accord avec ça, moi, que de toute façon, si tu es très bon, les victoires vont suivre. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. probablement qu'un gars ne gagnera pas 5 en ayant une fiche de 2 victoires, 16 défaites, même s'il y a une moyenne de Ouais. poignée de 1,25. Tu sais qu'à un moment donné, il y a une certaine logique. Ouais. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est que ce n'est pas la statistique à laquelle il faut se Ouais. fier absolument pour déterminer si Mhm. un joueur a été très bon, un lanceur a été très bon ou non. Ouais, il y a une autre statistique qui va prendre la valeur et j'en ai parlé depuis 2 ans à peu près, c'est le fameux Win Probability Added dont on aura la traduction éventuellement, là. Mais Marc, je regardais en 2019, je regardais qui avait été les meneurs dans les deux ligues. Christian Yelich de loin dans la Ligue nationale et dans l'américaine, un certain Trout, là, dont tu as peut-être entendu parler à un moment donné au cours des 10 dernières années. Lui aussi, tu brasses ça de n'importe comment, puis tu peux être sûr que le nom de Trout va ressortir, peu importe la façon. Mais ça, c'est une statistique et qui est bonne aussi pour les lanceurs. Qu'est-ce que ça veut dire, le win probability added? Juste remettre en contexte, c'est qu'au baseball, écoute, quand tu as une présence au bâton, tu as un avant et tu as un après. Ça veut dire quand tu te présentes au bâton, tu as une situation. Je prends une situation au hasard, tu es en troisième manche, il y a un gars au premier, tu perds par 2 points et tu as 2 retraits. Bon, ben, écoute, depuis le début du baseball majeur, on se comprend que cette situation-là est arrivée à quelques reprises, puis on a cumulé le score et bon, et les probabilités de marquer et les probabilités de gagner un match lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc, et dépendant de ce que tu vas faire après, bien, il y a un pourcentage de victoire qui est associé à la situation qui va suivre ta présence au bâton. Et ça tient compte du fait aussi s'il y a un vol de but ou non. Donc, on ajoute toutes les présences au bâton d'un joueur au cours d'une saison. On regarde les probabilités de gagner. Et, bon, on les soustrait dépendant si on s'est fait retirer ou non. Et c'est en additionnant ces situations-là qu'on va trouver au bout de la saison, ben, est-ce que tu as aidé mon équipe à gagner? C'est la même chose pour un lanceur pour chaque présence au bâton. Ça, Marc, je pense, tu sais, au fil des ans, et Bill James disait, lui, qu'il n'y a pas de preuve qu'un joueur peut exceller dans les situations sous pression. Le seul problème, Bill James, ce qu'il a dit, ce qu'il aurait dû dire, à mon sens, c'est qu'on n'a pas réussi à le quantifier. Parce que Marc, tu as joué professionnel, puis je m'excuse, mais tu as des coéquipiers. Je suis convaincu que tu as côtoyé. Et sous pression, tu sais, lui, je ne veux pas le voir avec 3 hommes sur les buts quand on perd par 2 points. J'aime mieux que ce soit un autre qui arrive là. C'est bon dans tous les domaines. Qu'on ne puisse pas le quantifier, c'est une chose. Mais Marc, de dire que tous les joueurs réagissent de la même façon sous pression, même à un haut niveau, ça, c'était le point de Bill James. Si on est rendu en haut, c'est qu'on a fait face à la pression. Je m'excuse, mais il y a un moment donné, tu atteins un niveau où la pression, tu n'es plus capable d'apprendre. Bien, c'est sûr que ce qui est le fun avec cette statistique-là, oui, c'est des probabilités. Mais ce que Mhm. j'aime, c'est que c'est probabilité sur un large échantillon. Ouais. Et souvent, ben, effectivement, dans une saison, ben, il va y avoir des situations tu sais, de pression, d'autres moins, mais sur un large échantillon, ça donne quand même un beau portrait. Ça reste des probabilités, ça reste des calculs, mais encore une fois, s'il y a un sport qui permet ça, c'est bien le baseball, parce que tu l'as Ouais. dit, là, tu peux prendre chacune des présences au bâton et dire, ben, avant que tu arrives au bâton, la probabilité de gagner était de X, et après ce que tu as fait, si c'est un double de 2 points, la probabilité est rendue Y. Ben, ça compte. T'sais. Alors, moi, je Ouais. trouve ça intéressant. Est-ce qu'on se base uniquement là-dessus? Non, mais en même temps, Mhm. Ouais. et je vais te dire une chose, Alain, tu t'en vas en arbitrage aujourd'hui, tu négocies un contrat. Si le win probability added, le WAR, ton MPP ou peu importe ta statistique est à ton avantage, on va te valoriser ça jusqu'à la fin des temps. Alors, mais c'est correct. Ouais.
moi, je pense que toutes ces statistiques-là, quelque part, donnent évidemment un portrait qui est vraiment. Tu sais, puis je ne peux pas parler Ouais. pour les autres sports, mais je pense que pour le baseball, ça s'applique très, très bien. Est-ce qu'il faut, encore une fois, se fier qu'à ça? Je ne pense pas. Je pense que c'est une combinaison d'un paquet de statistiques. Mais je reviens sur les propos de Bill James qui disait que pour lui, la pression n'existait pas. Puis je ne veux pas me servir de chiffres, mais tu as joué quand même, tu as joué 6 ans chez des professionnels. Euh, Est-ce que cette pression-là atteint plus de joueurs que d'autres? Lui, sa théorie, c'était lorsqu'on est rendu à un haut niveau, on a tous fait face à la pression, on peut tous l'affronter. Est-ce que tu souscris à cette théorie-là ou au contraire, tu penses qu'il y a des joueurs qui réagissent mieux à la pression? Ben, écoute, Alain, c'est évident que lorsque tu atteins le baseball majeur, puis surtout à une certaine époque où tu te tapais des ligues mineures, puis il y a une compétition énorme. Là, au baseball, il n'y a pas Mhm, juste. Il n'y a pas juste une équipe de Ligue mineure, il y en a 6 autres. Il faut que tu battes 6 mhm, voltigeurs de centre pour être le voltigeur de centre de ton équipe majeure. Puis, oui, le joueur a développé des outils sous la pression. Le problème, Alain, on le voit, là, si tout le monde était tout le temps en confiance et qu'on n'avait pas de passage à vide, ben, on en aurait des frappeurs de 4 et de 500, mais c'est pas de même que ça fonctionne. Alors, la pression va avec comment tu te sens aujourd'hui. Es-tu dans une. Quand tu es dans une bonne séquence, là, tu dis amenez-moi tous les lanceurs, amenez-moi là les lanceurs, les DeGrom, Puff, les Kershaw, hey, ah ouais, bien temps. Je me sens bien, je vois bien la balle, je suis en confiance. Alors, si évidemment, il y a une situation qui permet euh, en fin de match, en fin de neuvième, mais tu sais, la pression, c'est sûr qu'elle est différente pour chacun. Parce que le baseball, mhm. c'est un sport où, regarde, je vais te simplifier ça, Alain. Un bon frappeur, il y a 2 éléments. OK? Je suis capable d'amener mes mains le plus rapidement possible dans la zone de contact. Est-ce que je peux le faire en étant en équilibre? OK, ça, c'est la version simplifiée. Donc, parce que je vais être rapide. Les gars lancent tellement fort aujourd'hui. Bon. Mais si je suis sous pression, est-ce que je le tiens plus serré, ce bâton-là? Et si je le tiens plus serré à chaque fois que j'ai une pression, je vais être moins rapide à la balle. Moins rapide va donner de moins bons résultats. Est-ce qu'il y a des frappeurs qui sont souvent dans cet état-là? Absolument. Par contre, je vais dire que lorsqu'ils sont dans une Ouais. bonne séquence, ben, ils vont moins le serrer, ils vont connaître un peu de succès. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les joueurs qui ont atteint le baseball majeur ont passé à travers des défis qui leur permettent d'avoir le droit de jouer dans le baseball majeur puis pas avoir Ouais. l'étiquette du joueur 2. Mais Mhm. il a raison de dire qu'on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas savoir Ouais. à tout moment dans quel état on se retrouve. Est-ce que j'ai effectivement toujours. En fait, il y aurait des données, hein, si on est capable d'évaluer, si on est capable Mhm. d'évaluer ce qu'on appelle le exit velocity, donc Ouais. la vitesse avec bon, est-ce qu'on est Ouais. capable de quantifier maintenant la vitesse de l'élan du frappeur? Si on est rendu là, Ouais. ben, effectivement, là, on pourrait éventuellement dire hey, écoute, à chaque fois que le gars, je ne sais pas moi, 2 coureurs sur les buts, puis le match est en Ouais. jeu, ben, son élan est de telle vitesse, puis en première manche ou les 3 premières manches, une autre vitesse. C'est comme le lanceur de relève qui s'échauffe, qui va lancer 97, 98 dans l'enclos, mais quand il arrive dans le match, Mhm. c'est du 91, 92. Il est aussi bon, là, c'est qu'il serre la balle un petit peu Mhm. plus, la pression fait que. Alors, c'est pas facile souvent à déterminer ce genre Ouais. d'éléments-là, et chacun est différent. Mais peut-être qu'un jour, avec les données, on va Mhm. être en mesure peut-être de cibler davantage ces gars-là en vertu de ce Ouais. que je viens de mentionner. Bon, dernier point pour les stats avancées, c'est cette façon qu'on va terminer le balado aujourd'hui. Et ça, c'est le véritable casse-tête pour, je pense, tout évaluateur au baseball, c'est-à-dire évaluer l'excellence défensive. On a quand même développé certaines choses et en fait, à un tel point que maintenant, on a incorporé dans le vote pour, oui, il y a un vote parce que les gérants votent là, pour le Gant d'or. Bon, les statistiques avancées sont un des critères qu'on utilise. Puis Marc, je vais te nommer la liste des Gants d'or pour 2019. Je vais laisser faire 2020 là, parce que l'échantillon de 60 matchs a fait en sorte qu'on a eu quelques surprises et je ne suis pas sûr que sur 162 matchs, on aurait eu les mêmes résultats. Surtout quand tu considères qu'il y a eu 2 joueurs de la même équipe comme receveurs, comme finalistes, Grandal et McCann. On se rend compte là, qu'il y a quelques incongruités. La nationale, là, je te les nomme rapidement. Greinke, lanceur, receveur Real Muto. À l'avant-champ, Rizzo,
Wong, Ahmed Arenado, comme voltigeur Peralta, Kane, Bellinger. Dans l'américaine, on avait Leake au monticule, le receveur Perez à l'avant-champ, Olsen, Sanchez, Lindor, Chapman, Gordon, Kiermaier et Betts comme voltigeurs. Je te demande, es-tu à l'aise avec ça comme joueur défensif? Je pense que la réponse, ce sera assez clair. Là. Donc, globalement, ce qu'on a réalisé a une certaine valeur. Oui, bien absolument. Écoute, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'évaluer un joueur en défense. Moi, je trouve que là, tu as les statistiques avancées, oui. Moi, je trouve que la technologie est venue aider. Puis je ne sais pas à quel point ceux qui votent ou ceux qui, s'influencent de tout ça, mais pour moi, un bon voltigeur, là, c'est quel est son temps de réaction sur une balle frappée et son premier pas dans quelle direction. Et là, et inévitablement, le meilleur, c'est lui qui va aller couvrir le plus de terrain. Et on est capable de le faire aujourd'hui. Tu es capable aujourd'hui de savoir que le voltigeur a pris X nombre de secondes ou de dixièmes de seconde à réagir avec un angle X qui lui permet d'aller directement à la balle. Donc, ça, c'est la combinaison des statistiques avancées où on considère, effectivement, dans le stade dans lequel tu joues, puis il y a aussi le vote aussi des gérants, comme tu disais, où eux autres, ils voient. Puis ça prend encore ça. Dans tout le débat des statistiques avancées, là, Alain, c'est que c'est merveilleux. Je pense que c'est un outil extraordinaire. Ça permet d'évaluer, ça permet de connaître davantage l'efficacité. Il y a un paquet d'avantages. Mais c'est comme toute chose, il ne faut pas l'exagérer. Il ne faut pas se fier uniquement. Et je trouve que la tendance de certaines organisations, c'est que, écoute, il y a des organisations où on a éliminé tous les dépisteurs. On n'a plus besoin de dépisteurs. Ouais. La feuille, elle nous le dit, qu'est-ce qu'il fait. J'aime pas ça. Puis tu sais, Alain, on a eu des débats, moi puis toi, en ondes, alors que les décisions sont prises avant le match, puis peu importe. Je veux dire, regarde les Rays, alors qu'on retire Blake Snell parce que Blake Snell ne pouvait pas lancer plus que 5 manches, ou on ne peut pas placer que 2 tours au bâton, mais il est dominant, c'est pourquoi qu'on. Alors, il faut qu'il y ait une combinaison de statistiques avancées, de voir, de sentir qu'est-ce qui se passe. Tu as dit tantôt, ce pas des machines, c'est des humains. Alors, tu sais, le débat est bon, puis tu as raison de mentionner pour les joueurs en défense, tu sais, que ça nous amène vraiment à connaître qui sont les vrais bons joueurs, qui font les choses qui doivent être faites sur un terrain de baseball. Puis ça c'est excellent. Mais je mets l'emphase là-dessus. Utilisons ça à bon escient, puis c'est bon, puis c'est un sport parfaitement adapté pour les statistiques avancées. Il ne faut juste pas se fier à 100% aux données pour qu'on puisse avancer là-dedans. Là. Oui, écoute, c'est une question d'équilibre. Hein. Je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas des robots qui jouent. De se priver de cette information-là, ce serait contre-productif pour toutes les équipes. Mais d'en faire sa religion peut être aussi dangereux. Là. Ben Alain, tu le sais, là, on l'a vu. Là, il y a des équipes que on se fiait pratiquement qu'à ça. Alors, je pense que c'est correct de voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat, mais je pense que c'est un hybride des deux fait parfois peut-être la meilleure, la meilleure combinaison pour tout ça, parce qu'on sait que les Dodgers utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup les statistiques avancées. Là, vous allez me dire, il y a un paquet de bons joueurs, c'est vrai, mais les résultats sont quand même assez convaincants à ce niveau-là. Là. Oui, et d'ailleurs, tu parlais de Blake Snell tantôt. Là, ce qu'on oublie souvent, c'est que les Dodgers ont pris la même décision dans le match numéro 5 avec Clayton Kershaw. Hein. Je veux dire, si les Rays reviennent de l'arrière, je te garantis que la discussion qu'on a sur les Rays, on l'a sur les Dodgers aussi. Allez, on avait les deux équipes l'an dernier en Série mondiale qui sont le plus axées sur les données. Les décisions, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté vous êtes, mais sont prises avant le match. Carrément. Et on se fie aux probabilités, on se fie aux données, puis c'est correct. Mais je pense, pour le bien du baseball ou le bien de tout le monde, il faut se garder une petite gêne à ce niveau-là pour que ça fonctionne bien. Je ne sais pas être gérant en 2021, Alain. Je ne sais pas être gérant. Je ne sais pas, parce que c'est plus du tout comme avant. Là. Avant, tu sais, un Philippe Allou, là, je m'excuse, mais je ne veux pas répondre pour Philippe, mais
convaincu que Philippe a dit non, 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 c'est pas Joe Blow en haut qui va me dire que c'est qui va jouer au deuxième but aujourd'hui. Donc, ça a bien évolué, ça a bien changé à ce niveau-là. Mais c'est ça. Disons que c'est un emploi qui est très différent. C'est un travail Ouais. beaucoup plus d'équipe. C'est de là, est-ce que tu adhères ou non à la philosophie? Oui, et c'est pour ça que c'est une des raisons. En fait, j'ai toujours été contre le frappeur désigné, mais encore plus en raison de la prépondérance des statistiques avancées. Le gérant avec un frappeur, avec le lanceur qui vient frapper, a plus de décisions à prendre sur le terrain. Il en reste déjà pas beaucoup, Marc. Il va en avoir encore moins si tout le monde a le frappeur de choix. Et je veux juste te rappeler une chose, Marc, en ce qui concerne les Dodgers. Et un des premiers débats qu'on a eu sur les décisions prises par la haute direction. Rappelle-toi la Série mondiale, je remonte à 2018, il y a 3 ans, au Fenway Park, Pedro Baez qui lançait des petits pois qu'on a décidé d'enlever parce qu'on ne voulait pas que Devers affronte Pedro Baez. On a amené Alex Wood, Eduardo Nunez. On a répliqué avec les Red Sox. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oups! Nunez l'a mis de l'autre côté de la clôture. C'est une des premières fois, Marc, je me souviens qu'on avait eu une discussion là-dessus, puis ça avait très mal tourné pour les Dodgers. Ben, en passant, Alain, tu as tout à fait raison, mais en passant, j'ai vu Oui. quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps cette semaine dans le baseball, un tir commandé à l'extérieur. Ah, tiens Et on a donc. retiré le coureur. Alors, il y a des petites choses qui peut-être vont revenir, je ne sais pas. On sait que le frappé court a pratiquement disparu et il y a pas quelque Oui. chose. Alors, on verra peut-être si on revient. Et on l'a parlé tantôt, Alain, ce sont des cycles. Oui, oui. Et juste en terminant, un petit rappel qu'un but volé a fait en sorte que les Red Sox ont pu revenir de l'arrière en 2004 contre les Yankees de New York alors qu'ils étaient en déficit de 3. Et qui a réussi ce bol de but? Le gérant des Dodgers lui-même, Mais, Dave ouais. Roberts. Marc, je rappelle que dimanche, on va faire le match entre les Dodgers et les Padres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer en deux des équipes probablement les plus spectaculaires dans le baseball majeur. Merci Marc, merci tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Bon baseball à tous.